Bonjour à tous, bienvenue à ce direct live de l'orientation consacré aujourd'hui au brevet de technicien supérieur tertiaire. Les BTS ont la cote sur Parcoursup, ça fait même partie des orientations post-bac les plus demandées avec près de 150 spécialités différentes. C'est en quelque sorte la formation idéale pour mettre un premier pied dans le monde des études supérieures. Préparées en 2 ans, ces formations sont majoritairement dispensées dans des lycées, mais elles peuvent également être suivies dans des écoles ou dans des instituts privés. Si ce diplôme post-bac est professionnalisant et vous facilitera l'entrée sur le marché du travail, il vous permettra également d'envisager une poursuite vers des études supérieures avec à la clé une formation reconnue et prometteuse en termes d'évolution de carrière. Alors concrètement, quels sont les prérequis pour intégrer un BTS? Sur quoi repose le contenu pédagogique et comment allez-vous pouvoir gagner en compétences au cours de ces 2 années de formation? L'objectif de cette session d'échange, c'est justement de vous éclairer sur ces différents points et puis de vous donner quelques exemples précis qui vous permettront de savoir pourquoi il est important finalement de prolonger votre formation. Alors il ne s'agit pas d'une conférence figée, l'idée c'est bien entendu que vous puissiez interagir avec nous aujourd'hui et poser des questions en direct à tout moment via le chat, alors n'hésitez pas à nous écrire et puis il n'y a pas de questions absurdes, hein. Vous êtes d'ailleurs derrière un écran donc ça reste somme toute assez anonyme, donc n'hésitez pas à prendre cette initiative. Voilà pour l'introduction, je vous propose maintenant de découvrir qui sont les personnalités, les invités qui m'accompagnent sur cette thématique en plateau. Je suis en compagnie de Nathalie Ranchin, à ma gauche, qui est inspectrice pédagogique en économie-gestion sur l'Académie de Montpellier. À ses côtés, Stéphanie Nathalie, qui est enseignante au lycée Jean Monnet en BTS NDRC, négociation, digitalisation, relations clients. C'est un établissement sur Montpellier. Et enfin, Kélian Duclos, qui a 22 ans, qui est étudiant en 2e année de BTS NDRC en alternance au lycée Jean Monnet de Montpellier. Bienvenue à tous les trois. Merci d'avoir accepté de témoigner aujourd'hui. Je le disais en illustration, le BTS couvre un large spectre de métiers dans de multiples domaines. D'ailleurs, on distingue 3 secteurs de BTS qui sont le tertiaire, l'industriel et l'agricole. Et au sein de ces secteurs, de nombreuses spécialités avec à chaque fois son lot d'acronymes. On détaillera dans quelques instants les différentes formations proposées dans le domaine du tertiaire. Mais tout d'abord, expliquez-nous quel est l'intérêt pour un jeune aujourd'hui de poursuivre ses études plutôt que d'entrer finalement dans la vie active, surtout quand on sait qu'il y a pas mal de pénurie de main-d'œuvre et qu'avec un bac pro en poche, on peut trouver plus ou moins facilement un emploi directement après son diplôme. Alors aujourd'hui, quel est l'intérêt? À quoi vont servir ces 2 années de formation, puisqu'on parle dans ce cas de figure d'études plutôt courtes? Nathalie Ranchin. Merci, bonjour à toutes et à tous. Alors, c'est vrai que la volonté et l'intérêt actuel dans notre système scolaire, c'est vraiment une montée en compétences de l'ensemble d'une classe d'âge et des élèves de terminale, et notamment des élèves qui sont en bac professionnel, de continuer sur des études supérieures, ce qui est vraiment le plus approprié et actuellement, on va dire, dédié aux élèves de bac professionnel, c'est la poursuite d'études en BTS, donc à bac+2, et même, et ça, surtout ce dont on va parler aujourd'hui, hein, dans le cadre de vos vœux sur Parcoursup, que ce soit en initiale ou en alternance, et après, pourquoi pas en licence professionnelle. Mais même si, comme vous le dites, on est sur des secteurs d'activité, sur les métiers, un certain nombre de métiers tertiaires, sur des métiers qui peuvent être en tension, il est évident que l'entrée sur le marché du travail sera fortement facilitée et vous serez mieux, j'allais dire, mieux armé pour postuler lorsque vous entrerez dans la vie professionnelle. Ce qui est sûr, c'est qu'on assiste à une mutation du secteur et notamment dans les métiers de la vente et du commerce avec le développement de l'intelligence artificielle en lien en partie avec les nouveaux modes de consommation. Donc le tertiaire est directement impacté par ce phénomène, par ces nouveaux besoins et ces nouveaux outils. Mais finalement, de quelle manière est-ce que le BTS prépare à ces évolutions que je viens d'évoquer à l'instant? Alors, est-ce que je peux en parler, mais est-ce que vous voulez... Voilà. Alors, enfin, l'ensemble des BTS tertiaires intègrent maintenant une part de digitalisation qui apparaît très clairement déjà dans le BTS qui est représenté cet après-midi, le BTS NDRC, puisqu'on a ce D de digitalisation, donc c'est très très explicite à travers l'appellation même de ce BTS, mais on retrouve cette présence du numérique et de la digitalisation dans l'ensemble des BTS tertiaires, que ce soit le BTS, donc là je vais citer
les acronymes MCO, Management Commercial Opérationnel, ou que ce soit dans des BTS tertiaires un peu plus spécialisés sur des secteurs d'activité, BTS Banque, BTS Assurance, BTS aussi, alors profession immobilière, et des BTS gestion de la PME ou support à l'action managériale qui tous, d'une manière ou d'une autre, vont intégrer ce qui correspond à la réalité de l'emploi aujourd'hui, vont intégrer des compétences digitales et en numérique. Et puis l'autre réalité, c'est que 80%, 85% je crois des emplois de 2030 n'existent pas encore. Ils sont notamment liés à cette révolution numérique que l'on vient d'évoquer. Est-ce que ça signifie que le BTS prépare à la fois à des métiers de la vente traditionnelle, mais aussi à ces futurs métiers qui ne sont pas encore apparus sur le marché? Tu veux intervenir? Alors, oui, il prépare à ces métiers dont on a besoin déjà maintenant, parce que beaucoup de PME ont des, comment dirais-je, des patrons qui ont un certain âge et dont la génération n'est pas du tout digitale. Donc, ils sont bien contents de voir arriver cette jeunesse déjà très habile là-dessus. Ensuite, on a des grands groupes quand même sur la région qui sont prêts à prendre ces jeunes et les monter en compétences. Et il y a une évolution très très rapide, alors aussi bien sur l'intelligence artificielle, et on voit maintenant ce dont les entreprises ont besoin aussi. Donc il faut absolument qu'on soit derrière pour les monter vraiment en compétences. Voilà. Et peut-être effectivement pour ajouter, puisque c'était votre question d'entrée, et c'est fondamental, dans la mesure où ce sont des données de l'INSEE qui disent qu'on a à peu près peut-être 85% des métiers de 2030 qui n'existent pas encore, donc ce sont des métiers du tertiaire, et ça va bien dans le sens d'inciter fortement nos élèves de terminale de bac professionnel à monter en compétences et à développer aussi, alors ce sont des compétences, des savoir-faire et aussi du savoir-être, et aussi j'allais dire, une adaptabilité à ces métiers de demain qui n'existent pas encore par définition. J'aimerais qu'on revienne sur les acronymes que vous avez cités. Vous avez parlé de NDRC, de MCO, de SAM, de gestion de la PME, mais aussi de banque et assurance. Ça fait partie des 5 types de BTS dans le secteur du tertiaire. Qu'est-ce qui les distingue et qui fait leur force finalement à chacun? Tu veux que j'intervienne? Oui. Alors, peut-être, on a des, je dirais, BTS NDRC, donc représentés cet après-midi. BTS MCO sont les deux BTS commerciaux qui ne sont pas dédiés à un secteur d'activité et voilà, qui sont assez proches. Parfois, il y a des confusions. Il y aura peut-être des questions dans le chat. N'hésitez pas à les poser. Je veux dire, voilà, le BTS MCO prépare au métier de commercial, disons, davantage sédentaire et plus dédié à la grande distribution, même si tous les chemins mènent à Rome. Le métier de NDRC reste plus spécialisé dans ce qu'on appelle une approche proactive dans la relation avec le client, donc une démarche peut-être encore de commercial itinérant, mais ça fait le lien avec ce qu'on disait avant au niveau du digital. Cette relation, cette démarche qui consiste à aller chercher un client, elle se fait de plus en plus à distance à travers les réseaux sociaux et les sites internet, d'où la présence du digital. Donc ça, c'est MCO, NDRC. Ensuite, banque et assurance, là, comme leur nom l'indique, on va former des commerciaux qu'on va appeler des chargés de clientèle, mais donc qui sont déjà dédiés à un secteur d'activité spécifique, la banque ou l'assurance. Alors, et je mettrai, on va dire, dans une autre catégorie, BTS gestion de la PME. C'est un BTS, on va dire, plus généraliste qui va englober une part d'activité commerciale liée à la relation avec les clients et les fournisseurs, mais aussi une part de compétences relatives aux ressources humaines, à la réalisation de projets. Donc voilà, on a des BTS qui sont un petit peu plus polyvalents et le BTS SAM, support à l'action managériale, voilà, lui va être aussi plus orienté un peu moins sur un aspect commercial à proprement parler, mais davantage sur des métiers du tertiaire qui consistent à accompagner les dirigeants d'entreprise. Donc c'est d'où la notion, le terme de support à l'action, que ce soit au niveau RH, ressources humaines, que ce soit au niveau de la réalisation aussi de projets et au niveau de tous les processus administratifs. Il y a aussi une formation qui propose une ouverture sur l'international.
Avec peut-être un peu moins de place, mais Alors, au niveau du BTS SAM, effectivement, il y a 2 langues étrangères et au cours de la formation, sur les 2 années, les étudiants et les étudiantes sont amenés à travailler sur des projets en relation avec l'international et idéalement à aller, ce qui est une opportunité bien sûr, hein, pour aussi, c'est important pour les élèves de bac professionnel de le savoir, d'avoir une expérience en stage, pas sur la totalité du stage, mais de pouvoir réaliser une partie des semaines de stage à l'étranger. Kélian Duclos, vous avez 22 ans, vous êtes en deuxième année de BTS NDRC en alternance pour cette deuxième année. Qu'est-ce qui vous a incité à poursuivre vos études plutôt que d'entrer directement dans la vie active? Alors, moi, ce qui m'a incité surtout à poursuivre mes études, c'est tout simplement, je trouvais qu'un bac, pour rentrer dans le monde du travail, c'était un peu léger par rapport à ce que je voulais faire. Donc, du coup, j'avais déjà pour objectif de continuer sur un BTS au minimum. Et après, j'ai fait des stages du coup en bac pro. Et c'est vrai qu'en faisant mes stages, je me suis rendu compte que je me sentais peut-être pas directement après un bac pro d'attaquer dans le monde du travail, notamment donc moi c'est dans la commercialisation, c'est pour ça que je me sentais pas trop d'aller directement dans le monde du travail après. C'est pour ça que je me suis dit qu'un BTS ça serait bien pour une montée en compétences justement et pour pouvoir acquérir plus de compétences dans le domaine que j'avais choisi. Et pour mettre tous les atouts de votre côté, vous aviez postulé à la fois en NDRC et en RCO. Ça vous avait été conseillé en tout cas lors de votre Oui, formation? alors nous, on nous avait conseillé effectivement de postuler dans plusieurs BTS. Moi, j'avais postulé. Alors, mon premier choix, c'était quand même le NDRC parce que c'était plus ce que je voulais faire. Mais on m'avait conseillé aussi de postuler. J'avais postulé dans des BTS MCO également, qui, comme vous l'avez dit, sont plus des BTS pour la vente, mais en sédentaire. Donc, pour tout ce qui est grande surface ou magasin de proximité. Maintenant que les lycéens qui nous regardent en savent un peu plus sur ces différents types de formations, dites-nous quelles sont les conditions finalement d'accès pour intégrer ce type de BTS. J'imagine que la première étape, c'est déjà Parcoursup. Et puis après, il y a des critères quand même de sélection. Alors, on va dire que le critère de sélection essentiel, c'est quand même le dossier. Donc, effectivement, les bulletins et la qualité des bulletins, aussi bien, on va dire, sur les moyennes, mais également sur les appréciations des enseignants, car on est très attentif à ça. Un élève qui s'investit pendant son parcours continuera à poursuivre sur le BTS. Donc c'est quelque chose qui nous tient à cœur de toute façon et de leur permettre de pouvoir avoir cette possibilité. Donc il y a ça, il y a le savoir-être que l'on peut retrouver également dans les bulletins. Si on a également au niveau des appréciations, des félicitations ou des encouragements, etc., de la part du conseil de classe, voilà, donc il y a aussi bien le niveau, le savoir-être et le projet aussi que l'on retrouve à travers la lettre de motivation qui est mise en place et c'est quelque chose qui est très important aussi pour nous. Voilà. Alors justement, Kélian, éclairez-nous Mhm. sur votre démarche, puisque je crois que vous aviez écrit une lettre de prospection en suivant la méthode AIDA. Je vous laisse nous Oui. en dire plus finalement. Alors en fait, moi c'est un conseil que m'avait donné ma professeure en BTS en bac pro, pardon, de cibler en fait la lettre de motivation avec justement comme moi c'était dans la vente avec des techniques de vente. Donc l'AIDA c'est une technique qu'on utilise normalement en vente pour faire des mails et là on nous l'avait conseillé justement pour faire notre lettre de motivation. Et c'est vrai que j'ai pu produire une lettre de motivation qui était assez bonne, qui m'a permis justement d'entrer en BTS également. Sur ça, c'est ce que je conseille aussi à tous ceux qui veulent entrer en BTS, c'est de faire une lettre de motivation assez personnalisée et peut-être que c'est tentant aussi, hein, mais de pas forcément la faire avec ChatGPT et d'essayer, parce qu'il faut en parler aussi. Le Mais copier-coller, ça voilà, se le voit, c'est ce que vous me copier-coller disiez également, d'ailleurs. ça se voit aussi. Et c'est justement pour ça que je conseille vraiment à tous ceux qui veulent entrer en BTS de faire une lettre de motivation personnalisée, que ce soit par rapport à l'établissement et surtout par rapport à votre projet professionnel que vous envisagez pour le futur. Vous aviez mis votre expérience sportive en avant? Voilà. Alors ça, c'était alors dans la case loisirs également, où j'avais mis en fait en relation mes loisirs sportifs, qui à l'époque étaient l'aïkido, avec de la vente, par exemple, avec des compétences, on va dire entre guillemets, hein, managériales,
que en fait j'avais tout simplement fait un cours d'aïkido à des plus jeunes, et ben j'avais essayé de le mettre en relation avec mon BTS, avec mon projet professionnel également. Nathalie, Stéphanie, vous me disiez, les BTS, ce sont de belles filières qui permettent de révéler des talents, ceux à qui on a trop souvent dit tu n'iras pas loin, les études c'est pas pour toi, ceux qui ont démarré avec un CAP, qui finissent parfois avec un master ou même un doctorat en poche. Et donc le message, j'imagine aujourd'hui à faire passer, c'est ne vous censurez pas, osez candidater. Oui, alors bon, moi, je commence à avoir quelques années maintenant d'ancienneté et avoir vu passer un certain nombre d'élèves et d'étudiants. Et bon, de toute façon, Kélian est un exemple, hein, puisqu'ici, il est arrivé avec son bac pro et puis comme ça se passe très bien, donc là, il va poursuivre sur une licence et je sais qu'il poursuivra après sur un master 1 et un master 2 puisqu'il se destine à la banque et assurance. Donc ça, c'est voilà, c'est un pied de nez à tout ce que l'on peut dire et avoir peut-être entendu et c'est une très très belle progression. Pour ceux qui n'auraient pas confiance en eux, qui se décourageraient, Kélian, vous étiez atteint, je crois, de dyspraxie ou... Oui. Alors en fait, j'étais. Ça n'est pas un frein donc. Oui, oui, c'était pas du tout un frein. Pour tout vous dire, j'ai fait du coup mon bac pro dans une classe Ulysse. Et ça n'a pas du tout été un frein pour moi. J'ai de la dyslexie et de la dyspraxie, ce qui m'a pas empêché donc d'obtenir mon bac pro avec une mention et d'aller en BTS. Et c'est aussi le message que j'aimerais faire passer à tous ceux qui nous écoutent. C'est que même si vous vous sentez peut-être pas, vous pensez que les études supérieures, c'est peut-être un peu dur pour vous, que c'est vraiment un trop haut niveau, essayez quand même de ne pas vous décourager. Parce que on peut y arriver quand même, même avec des difficultés. Moi, j'ai commencé avec un CAP dans la vente, et aujourd'hui, je suis en BTS et je pense m'en sortir plutôt bien. Depuis la mise en place de Parcoursup, on assiste à un phénomène, c'est l'essor des formations privées. D'après les statistiques du ministère de l'Enseignement supérieur, il y aurait environ 2000 cursus supplémentaires qui feraient leur apparition à chaque nouvelle rentrée scolaire, tout secteur confondu. Mais attention, ces formations ne sont pas toutes reconnues par l'État. Un grand nombre d'établissements sont d'ailleurs hors contrat et il faut donc être vigilant puisque le contenu pédagogique et la valeur du diplôme à l'arrivée ne sont pas les mêmes. Nathalie Ranchin, je vous laisse justement nous éclairer sur ce point. Que doit-on finalement prendre en compte et à quoi les futurs étudiants doivent-ils être attentifs lorsqu'ils candidatent pour tel ou tel établissement ? Alors justement, il y a une question, je vois sur le chat, on y reviendra après, mais sur la communication, sans généraliser, c'est le point fort de ces établissements privés hors contrat que vous évoquez, d'être très très bon en communication sur la forme, mais sur le fond, en termes de qualité pédagogique, de compétences des enseignants qui sont, alors il peut y avoir des gens très bien, bien sûr, mais qui ne sont pas des professionnels de l'éducation qui interviennent dans ces formations. J'ai vraiment envie de dire à tous les élèves qui sont connectés, faites très très attention aux plaquettes très alléchantes de ces établissements qui mettent en avant aussi parfois un matériel informatique dernier cri, mais qui ne sont pas, et on le rencontre très fréquemment, hein, Madame Stéphanie le voit aussi, hein, lorsqu'elle fait passer, enfin, lorsque les enseignants font passer ces candidats, font passer les épreuves, notamment les épreuves orales de ces candidats, c'est quand même très fréquent qu'on observe que ces étudiants de ces établissements privés hors contrat n'ont pas connaissance des attendus des formations dans lesquelles ils se sont inscrits. Donc il faut être vraiment très très vigilant. Donc la reconnaissance par l'État, donc privé sous contrat ou évidemment établissement public, enfin, garantit une qualité d'enseignement, une mise à jour et des pratiques pédagogiques et des contenus, et notamment lorsqu'il y a, mais pas que, des rénovations de ces différentes formations. Alors une question est effectivement arrivée sur le chat. On nous demande si entre le BTS, MCO et NDRC, lequel de ces deux finalement BTS, il y a le plus de communication ? Alors, je crois que je sais pas si c'était entre les deux, effectivement. Oui. Il y avait une question sur... voilà, c'est entre le BTS MCO. Au début, j'ai cru que c'était en général.
là, j'avoue que j'allais dire, pour moi, elle est présente vraiment dans les deux. Ça ne doit pas être un critère de choix, la communication. Il existe par ailleurs, c'est pour ça que la question a été posée en 2 temps, il existe un BTS communication qui s'appelle BTS communication. La différence, et ça a été, Kélian l'a souligné également, entre le BTS MCO et le BTS NDRC, c'est le type de communication avec quel type de client et sous quelle forme on va vouloir communiquer. De manière un peu caricaturale, dans le BTS MCO, le client vient vers le commercial. Il n'y a pas de démarche à aller chercher un client. Donc c'est soit le plus fréquemment dans le secteur de la grande distribution, supermarchés, ou dans les commerces de proximité. Donc la communication n'est pas la même, mais elle est présente. Dans le BTS NDRC, au contraire, il faut aller chercher ce client qui, n'étant pas encore client, on va appeler prospect, soit à travers les réseaux sociaux, soit ce que je disais, à travers les sites internet, soit à travers une démarche dans des salons de professionnels. Donc, il y a toujours de la communication, mais effectivement, ce n'est pas le même type de communication, les mêmes techniques qu'on va mettre en œuvre. Mais je pense que pour les élèves qui sont connectés, c'est vraiment pas... Enfin, la distinction, parce que c'est une question qui revient souvent, MCO, NDRC, c'est à la fois se questionner sur le secteur d'activité, c'est-à-dire grande distribution, commerce de proximité, ou au contraire, une démarche beaucoup plus proactive. Qu'est-ce que l'élève préfère, vers quoi il a envie de s'orienter. Là, et c'est vrai, c'est bien pour ça que ça apparaît dans NDRC, il y a cette part de digitalisation qui va être davantage poussée puisque la relation avec le client se fait de plus en plus à distance. En MCO, on va aussi, ce qu'on n'a pas, très très peu en NDRC, les élèves ont développé aussi des compétences en gestion commerciale. Donc, moi, je pense que c'est vraiment sur ces éléments-là, entre le digital, la gestion commerciale, le type de communication et pas la quantité de communication que les élèves doivent s'interroger. Autre question? Vous souhaitiez compléter peut-être, Kélian, sur ce point. Sur le point de la communication, c'est vrai que d'abord, je pense que ce qui a intéressé l'élève, c'est la communication. Le mieux, ça serait un BTS communication. Après, dans le NDRC, moi personnellement, je trouve qu'on a fait pas mal de communication digitale, notamment sur tout ce qui est les réseaux sociaux. On a fait des campagnes de publicité sur, par exemple, Instagram par rapport à notre lycée. On a également vu sur les autres réseaux sociaux comme TikTok et Facebook. Donc de ce côté-là, dans le BTS MCO, on a de la communication, on va dire, sur les réseaux sociaux et de la communication digitale. Autre question, on nous demande quelle est la différence entre une école de commerce et un BTS? Alors, une école de commerce, c'est privé. Ça, c'est évident. Un BTS, il peut être public, comme il peut être fait également par des écoles privées qui préparent à un BTS. Les écoles privées également vont dire qu'elles préparent à des bachelors, mais un bachelor sera vraiment un diplôme de l'école. Donc, c'est pour ça qu'il faut faire très, très attention parce que la plupart du temps, ils sont RNCP, c'est-à-dire reconnus par le ministère du Travail, mais absolument pas par le ministère de l'Éducation, disons, du supérieur. Et donc, ensuite, il y a des problèmes d'équivalence si on veut passer, par exemple, un concours en tant qu'officier dans l'armée ou la gendarmerie, etc. Et du coup, il faut faire très attention. Alors, une école de commerce, il y a des concours de toute façon aussi, classe prépa, et puis pour les grandes écoles de commerce où on peut intégrer. Ensuite, il faut faire très très attention à tout ce qui est né il y a peu de temps, parce qu'en fin de compte, l'apprentissage a permis d'ouvrir beaucoup d'écoles et il faut faire attention vraiment à ce qui se fait. Voilà. La qualité, l'antériorité, le relationnel, donc faire très très attention à tout ça. Une nouvelle question. Je viens juste ajouter peut-être quelque chose d'important aussi pour les élèves, j'allais dire. La différence, elle est aussi sur le coût de ces formations et j'allais dire pour quel retour sur investissement. C'est-à-dire qu'effectivement, un BTS est reconnu, permettra effectivement aussi de passer des concours administratifs, de poursuivre, il n'y a pas de problème d'équivalence. Les écoles de commerce, c'est ce que vient de dire Madame Stéphanie, il faut être très méfiant. Et en plus, vient s'ajouter à cela un coût de formation généralement très significatif. Ce chiffre à combien? Quelle enveloppe en moyenne? 5 000 à 6 000 euros minimum. Sur les moins chers, oui, sur une année.
Donc, est-ce que, au vu des difficultés que peuvent représenter les équivalences et la reconnaissance, et là aussi hein, la qualité de la formation, pourquoi s'engager sur des formations à au moins 5 000 euros alors qu'on a des BTS qui sont voilà, bien connus du milieu professionnel et qui ont fait leurs preuves. Toujours une question orientée sur la communication. La personne qui nous écrit nous demande si en faisant un BTS communication, ça ne risque pas de lui fermer des portes sur le commerce. Est-ce que vous avez... Alors, c'est une question assez précise, on va peut-être pas prendre les questions trop précises systématiquement, mais est-ce que vous souhaitez malgré tout lui répondre? Un BTS communication est fait véritablement pour développer la communication d'une entreprise à travers certains événements, à travers des foires ou ce genre de trucs-là. C'est pas très commercial dans l'absolu. On forme... Voilà. Donc après, bon, un BTS communication n'empêche pas de rentrer sur des licences et de poursuivre après sur des écoles de commerce, le cas échéant. Hein. De toute façon, ça donne des bases. Mais c'est pas trop pour moi... Mais le cœur, comme son nom l'indique, du BTS communication, c'est de travailler aussi, alors d'utiliser des outils digitaux et de construire des contenus à la demande d'une clientèle, mais ce n'est pas, contrairement à MCO et NDRC, développer une clientèle. Donc, en allant vers un BTS communication, effectivement, on n'est pas dans la relation avec le client. Enfin, on peut y être, mais ce n'est pas le cœur de ce BTS. Revenons sur ces BTS dans le secteur du tertiaire. On peut suivre une formation classique à temps plein durant les 2 années ou opter pour l'alternance, y compris en cours de cycle. Hein. C'est votre cas justement, Kélian, puisque vous êtes pour la 2e année en alternance. Alors justement, la voie de l'apprentissage, c'est d'ailleurs fortement plébiscité puisque les chiffres ont doublé en seulement quelques années. On est passé d'un peu plus de 4 200 apprentis en 2020 à 9 200 l'année dernière. C'est dû en partie à la loi de 2018 qui favorise les aides aux entreprises et ça séduit énormément les jeunes. Alors concrètement, justement, quelle est la différence entre ces 2 types de formation, le continu, donc le parcours classique, on va dire, ou alors l'alternance ? Alors moi, je vais dire que tout le monde n'est pas fait pour l'alternance, déjà. Vous avez certains jeunes qui ont besoin de se poser, de continuer à grandir, à prendre en maturité. Il y a quand même 16 semaines de stage sur 2 ans sur un BTS NDRC. Donc, on a la possibilité d'être confronté déjà à l'entreprise. Donc ça, c'est déjà une chose. On a ouvert en 2e année la possibilité de pouvoir le faire en apprentissage. Alors ça a été un choix, pourquoi ? Parce qu'en fin de compte, on part du principe qu'en première année, les jeunes ont besoin déjà de monter en puissance, d'avoir certaines techniques qui leur permettent d'être déjà opérationnels en 2e année. Parce que toutes les entreprises ne jouent pas vraiment également le jeu en première année avec des jeunes qui arrivent d'un bac et qui, en fin de compte, ne savent rien. Voilà. Donc, il faut avoir les bons tuteurs avec un bon suivi. Disons, ça peut être compliqué. Alors, c'est vrai que le privé est à fond là-dessus. Nous, on préfère, voilà, démarrer les jeunes pendant 1 an. Et ensuite, souvent, c'est suite justement à leur stage en première année que l'entreprise a décelé des qualités chez leurs jeunes et que du coup, les choses se font naturellement sur la 2e année. Et puis être alternant, ça signifie avoir un patron, donc assumer aussi des responsabilités de salarié. Quand on est tout juste majeur ou très jeune, comme c'est votre cas, Kélian, ça ne vous a pas fait peur ? Non, sur ça m'a pas plus inquiété que ça parce que j'avais déjà fait des stages justement en entreprise où dans ces stages-là, on a quand même une rigueur à avoir professionnelle, un comportement du moins professionnel à avoir. Et après, non, sur ça m'a pas fait peur au niveau des responsabilités qu'il allait avoir. Après, c'est vrai que c'est plus sur la gestion entre le temps de cours et le temps d'entreprise. Il faut arriver à trouver son équilibre entre je révise mes cours, j'arrive à réviser mes cours le soir, j'arrive à faire mes cours correctement, tout en faisant un travail correct en entreprise également. C'est sur ça qu'est la difficulté, je pense, de trouver cet équilibre entre les cours et le travail. Et puis, qui dit alternance dit contrat de travail, dit Bien congé sûr. payé également, donc avec un rythme particulier. Tout à fait, 5 Oui. semaines de... C'est ça.
Voilà, donc ça change pour eux. Est-ce que la valeur du diplôme à l'arrivée est la même pour les deux formations? Ah, bien sûr, puisque c'est un diplôme reconnu par l'enseignement supérieur, donc là, il n'y a aucun problème. En tout cas, il faut trouver une entreprise. Ça, c'est la condition sine qua non pour bénéficier de cette formation. C'est ça. Et même, je pense que par rapport à... Après, ça n'engage que moi, mais je pense que par rapport à quelqu'un qui aurait fait son BTS en initié et en alternance, c'est valorisé après au moment de la recherche d'emploi, évidemment. Une entreprise, quand elle voit que quelqu'un a fait une alternance de 2 ans par rapport à quelqu'un qui a fait un BTS en initiale, celui-là qui a fait l'alternance en 2 ans sera peut-être privilégié par rapport à ça aussi, parce qu'il y aura une expérience là-dessus. Il y aura une expérience en entreprise plus longue que des stages. Vous souhaitiez compléter? Et peut-être effectivement dire aux élèves qui nous écoutent qu'ils s'appuient vraiment aussi sur les conseils de leur professeur principal et de l'équipe pédagogique qui les accompagne, qui les connaît bien. Et l'alternance, elle est possible hein, dès la première année ou effectivement, hein, selon les établissements, au cours de la formation, même en milieu de première année dans certains établissements, ou dans le cas de Kélian et du lycée Jean Monnet en deuxième année. Et c'est ce que disait Nathalie Stéphane. Pour certains élèves, ça risque de les mettre vraiment en difficulté, j'allais dire d'attaquer tout de suite sur l'alternance. Mais voilà, tout est possible au cours des 2 années de formation, selon le lieu dans lequel, l'établissement dans lequel les élèves feront leur formation. Et je pense que voilà, il faut vraiment pas négliger aussi les conseils des enseignants qui les accompagnent. Parlons concrètement du contenu pédagogique, puisqu'un des BTS c'est donc sur 2 ans. De quelle manière se décompose la formation? On aura à la fois un enseignement théorique et pratique, immersif, collaboratif. Comment ça marche concrètement? Et puis quel est le volume Alors, horaire peut-être et le rythme d'une semaine type? oui. Alors, donc, moi, en première année, par rapport au BTS, c'est vrai qu'il y a des matières en plus. On a notamment la digitalisation dans le BTS NDRC qu'on n'avait pas du tout en bac pro. Et des matières qui sont plus poussées, comme par exemple l'économie droit, qui en bac pro est quand même beaucoup plus poussé que qu'en BTS est beaucoup plus poussé que ce qu'on avait en bac pro. Et au niveau du rythme du rythme horaire et du rythme de travail, il est également plus poussé que ce qu'on a en bac pro. Moi personnellement, c'est vrai que ça m'a demandé un effort supplémentaire de travail, on va dire personnel. Et après, au niveau du volume horaire, ça reste à peu près équivalent à ce qu'on a en bac pro. Ce que vous me disiez, c'est qu'au début, les notes peuvent baisser. Il y a un écart Oui, forcément, mais voilà. après, on peut s'adapter. Voilà, moi par exemple, quand j'étais en bac pro, j'arrivais à me maintenir, on va dire, entre 14 et 15 de moyenne. C'est vrai l'arrivée en BTS et la différence de niveau a fait chuter ma moyenne, mais il faut pas s'arrêter là. On peut arriver à trouver un rythme et à reprendre le rythme du BTS et à refaire monter sa moyenne. Mais est-ce qu'on les accompagne comme au lycée ou comme ils ont le statut d'étudiant, finalement, est-ce qu'ils doivent faire preuve d'autonomie? Alors, en BTS NDRC, c'est 29 heures de cours. Sur ces 29 heures de cours, la moitié sont en demi-groupe. Donc, quand on est en demi-groupe, on fonctionne beaucoup aussi en projet. Voilà, donc on peut dire que les jeunes sont vraiment très, très entourés, très encadrés. Et comme la moitié de la promo, en général, vient de Bac Pro, bah, nous sommes amenés à l'accompagner, tous ces jeunes, avec les différents niveaux. Donc, doucement mais sûrement, et avec la volonté qu'ils ont, ils remontent de toute façon et ils suivent sans aucun souci de toute façon les jeunes, hein, y a pas de problème. Vous me disiez, la problématique, c'est parfois l'absentéisme. Il faut qu'ils aient conscience qu'ils vont devoir être assidus. Voilà, ça c'est très important et c'est pour ça qu'on fait très attention au dossier sur Parcoursup. Et dès qu'on voit qu'il y a justement de l'absentéisme au niveau du bac, ça devient disons, problématique pour nous, quoi. Voilà. Donc ça, c'est important. De toute façon, il y a un nombre d'heures important. Si on n'est pas là, on n'apprend pas, quoi. Donc, On est confronté aussi à de nouvelles matières qu'on n'avait pas jusqu'à présent pu découvrir au lycée, n'est-ce pas, Oui. Kylian? Oui, alors il y a des nouvelles matières, comme j'ai dit, mais la digitalisation, que sur ça on n'avait pas du tout au lycée en bac pro, au niveau des matières professionnelles. Et comme j'ai dit, il y a aussi culture générale et expression, qui se rapproche du français, mais qui est quand même différent sur ça, qui est beaucoup plus dans l'analyse des textes et dans des développements construits entre les textes. Et on a également, moi la grosse différence aussi, c'était la CEJM.
au niveau de l'économie, droit et management, qui est sur un niveau beaucoup plus poussé que l'éco-droit qu'on a en bac pro. C'est surtout sur cette matière-là que pour moi, par exemple, il y a eu une grosse différence. Je ne sais pas si vous allez pouvoir réconforter Nadir, qui semble plutôt inquiet en vous écoutant, mais c'est faisable, c'est accessible le le Oui, BTS finalement. oui, le BTS, alors oui, c'est vrai que depuis tout à l'heure, je dis qu'il y a une montée en niveau, ce qui est vrai, mais c'est accessible, hein. Il n'y a pas non plus... la marge de niveau est pas non plus énorme. Mais c'est quand même, ça reste quand même accessible. Après un bac pro, moi, je l'ai fait. Et on est quelques-uns aussi dans ma classe à être à venir de bac pro. Et on s'en sort très bien. En fait, tout est question de rythme. Et je pense aussi de volonté de travail, tout simplement. Nathalie Ranchin. Oui, alors sur les caractéristiques, le volume horaire et le nombre d'heures en demi-groupe, on a sensiblement la même répartition et les mêmes caractéristiques sur l'ensemble des BTS tertiaires qu'on a cités en début là, de Direct Live. Concernant les élèves venant de bac professionnel, effectivement, c'est ce que disait Kélian, il y a la culture générale qui se rapprocherait des cours de français, mais effectivement avec une approche différente, donc qui peut peut-être être un petit peu perturbant au départ pour un élève qui vient de bac professionnel. Et sur la partie éco-droit management, en l'occurrence, le management est une discipline nouvelle qui n'est pas enseignée en bac professionnel. Mais après, il faut aussi que les élèves aient bien conscience que tous ces BTS sont ou étaient au départ, et maintenant l'idée est vraiment d'intégrer de plus en plus de bacs professionnels, mais on remet, j'allais dire familièrement, les compteurs à zéro, et donc on reprend, et en économie et en droit aussi, alors ça va plus vite, mais on reprend les concepts et les éléments de départ. Donc, c'est ce qui permet aussi d'accueillir des bacs généraux, des bacs technologiques et des bacs professionnels, enfin, qui peuvent aussi venir d'horizons autres que bac pro commerce et bac pro vente. D'où viennent généralement d'ailleurs les profils que vous accueillez au sein de vos établissements? Alors, on est à peu près à 50% de STMG, 40% de bac pro et 10% de bac classique. Nous, sur Jean Monnet, bon, c'est beaucoup sur la région montpelliéraine, mais on a l'Ariège, on a Toulouse, ça peut venir d'autres départements quand même du Grand Sud. On peut effectivement candidater dans d'autres régions, sûr. mais il faudra le motiver et le spécifier dans sa lettre justement Tout à fait. géographiquement. Pourquoi Bien on sûr. choisit tel ou tel Tout à fait. lieu, c'est ça? Oui. Oui, c'est pas juste le soleil et on y est bien, mais voilà, le projet ou pour des raisons familiales ou voilà. Donc ça c'est. C'est peut-être effectivement ce qui manque parfois et ce qui est dommage. Alors, sur les dossiers Parcoursup, effectivement, c'est pas souvent très très renseigné cette mobilité géographique. Et du coup, ça peut jouer en défaveur aussi du candidat, puisque les BTS tertiaires dont on parle sont quand même au niveau des offres de formation bien présents sur l'ensemble du territoire, et ne serait-ce que sur l'Académie de Montpellier, alors peut-être avec des spécificités en Lozère, puisque c'est un département avec une faible densité, mais c'est vrai qu'on peut se dire, bon, voilà, un élève en bac pro qui habite à Perpignan, pourquoi il demanderait un BTS MCO ou un DRC à Montpellier ou à Nîmes, à l'autre extrémité de l'académie, alors que ces formations sont présentes à Perpignan, hein, c'est un exemple que je donne, que ce soit dans le public ou dans le privé. Donc il faut vraiment, effectivement, ça permet de le redire, bien motiver sa lettre de motivation, comme son nom l'indique. Je peux répondre à une question par rapport au BTS plus la licence et le J'allais y venir après, c'était pour la poursuite d'études supérieures, mais allez-y, c'est pas grave, on anticipe. Voilà, donc bon, la question a disparu, mais bienvenue pour cette question. Alors, quand on fait un BTS plus une licence, on peut bien entendu postuler sur des masters. Quelle est la différence par rapport à un but? Le but, en général, on rentre sur l'IUT et donc on va faire ces 3 années. Le but est un bachelor. Donc, il faut qu'il y ait des partenariats avec l'université pour qu'on puisse arriver à intégrer du but
vers des masters. C'est pour ça que souvent, on a des étudiants qui arrivent de DUT, qui en fin de deuxième année vont partir directement sur des licences pour pouvoir être sûrs ensuite de pouvoir poursuivre sur certains masters, sur les IAE, etc. Voilà la différence. Autrement, en termes de niveau, la troisième année du but est souvent soit à l'international, soit en apprentissage. Donc, bon, on va dire que c'est une équivalence par rapport à un BTS plus une licence. Donc après, c'est un choix en fonction de si on est en BTS ou si on est ensuite sur un IUT. Voilà. Oui, puisque le BTS en soi, ce sont des études courtes sur 2 ans, mais la plupart des élèves que vous encadrez décident de poursuivre. Oui, alors nous, là, sur Jean Monnet, là, depuis un certain nombre d'années, on est à 95% de poursuite d'études. Vraiment, ceux qui arrêtent, c'est vraiment pour des raisons personnelles ou parce qu'ils ont tout de suite un travail, mais pour la plupart, essayer de poursuivre, et beaucoup en apprentissage. Voilà. Donc, nous avons des partenariats, nous, avec l'IAE, avec l'IFRIA, disons, Montpellier Management. Voilà, donc nous, dans le public, c'est un petit peu ce qui se passe sur tous les établissements. Et donc, les étudiants trouvent, en général, des poursuites d'études qui leur correspondent. Et on les encourage véritablement à ça. C'est pour ça que, avec le recul, on a des parcours extraordinaires avec ces BTS où on retrouve ensuite des jeunes à des très hauts niveaux maintenant. Donc, c'est une marche qui continue à prendre pour pouvoir monter. Voilà. C'est votre cas, Kélian. Vous envisagez justement de continuer à l'issue du BTS ? Oui, c'est ça, à l'issue de mon BTS. Moi, là, du coup, j'ai été pris en alternance cette année dans une entreprise de banque et assurance. Je compte aussi continuer sur une licence banque et assurance également l'année prochaine. Peut-être pour compléter effectivement sur la question, BTS plus licence professionnelle comparé à un BUT. Alors, ce qui est tout à fait comparable et similaire, c'est qu'on arrive bien à un bac plus 3 dans un système européen 3, 5, 8, bac plus 3 niveau licence, bac plus 5 master, bac plus 8 doctorat. Et pour les élèves de bac professionnel, et ça va aussi par rapport aux éventuelles inquiétudes qui ressortent dans le chat, je pense que vraiment, et d'expérience, passer par la voie BTS puis licence professionnelle et en termes de pédagogie et de hauteur de marche, on disait il y a une phase d'adaptation, ce sera beaucoup plus approprié pour des élèves de bac professionnel de passer par un BTS et ensuite bifurquer ou récupérer un circuit plus long via une licence. De fait, voilà, le BUT est rattaché à l'université et bien évidemment qu'un élève de bac professionnel peut postuler. Mais c'est vrai que la marche sera, je pense, plus haute. On a Salma qui nous demande quels sont les BTS similaires ou équivalents à la comptabilité et à la gestion. C'est le BTS compta gestion. Voilà, là on n'est pas sur les BTS, on va dire, avec une connotation plus commerciale, mais pour répondre à la question de Salma, donc il y a un BTS qui s'appelle BTS comptabilité gestion. Donc là, on est vraiment sur ce cœur de domaine de compétences. Et par rapport à ceux qu'on citait en début là, de Direct Live, le BTS gestion de la PME, on va aussi avoir dans une moindre mesure de la comptabilité et de la gestion, pas que. On aura quand même comme je le disais, un pôle de compétences de relations commerciales avec les clients et les fournisseurs, mais il y aura un pôle comptabilité et gestion, donc vraiment dédié, adapté, tout est très clair dans l'appellation du BTS, adapté à des petites structures, des PME. Voilà, c'est les deux BTS dans lesquels on va vraiment trouver de la comptabilité et de la gestion. Et après, peut-être moins évident pour des bacs professionnels, mais il faut quand même le dire, il y a aussi la formation DCG. Donc Salma, vous pourrez peut-être vous renseigner, là, qui est en 3 ans, diplôme de comptabilité et gestion. On le disait tout à l'heure, donc c'est une formation qui offre vraiment plein d'opportunités. Mais quels sont concrètement les débouchés? Vers quel métier on va pouvoir se tourner à l'issue d'un BTS dans le domaine du tertiaire? Beaucoup. En illustration, est-ce que vous avez des exemples de parcours d'anciens étudiants qui ont pu intégrer le marché? Déjà des commerciaux. Vraiment, parce que c'est quand même, il faut savoir que les entreprises, les startups sont vraiment en recherche de bons commerciaux, parce que c'est de toute façon le nerf de la guerre, c'est ce qui génère le chiffre d'affaires. Donc voilà. Après, il va y avoir tout ce qui porte sur le digital, donc webmaster,
par exemple. Qu'est-ce qu'il y a? Tout ce qui peut être le merchandising, bien entendu. Mais il y a une multitude de métiers. Banque et assurance, de toute façon. Voilà. On a l'immobilier aussi. Vraiment tout, effectivement, Tous les tous les secteurs. secteurs d'activité sont possibles. On voit qu'effectivement, les métiers, ils sont aussi proposés au niveau des licences professionnelles, tout ce qui est webmaster, web manager, tous les métiers liés à la digitalisation, excusez-moi, se développent fortement. Après, on l'a tous vécu à travers cette expérience du Covid et du confinement. Tout aussi les métiers de commerciaux et d'accompagnement et dans la grande distribution qui vont être liés à la relation client à distance, à la fidélisation qui peut prendre des formes diverses et variées à travers les réseaux sociaux aussi, des fonctions, enfin voilà, des métiers qui sont vraiment plus sur la que mettre en œuvre pour fidéliser des clients dans un environnement très concurrentiel et pas uniquement comment développer le portefeuille client. Voilà des exemples parmi d'autres avec des secteurs, là, les concessions automobiles, enfin, tout est possible. Ça peut Sans donner limite. un premier aperçu. Alors, on le disait, les stages sont obligatoires. Ça permet de mettre un premier pied dans le monde de l'entreprise. Mais il y a aussi une immersion au sein de l'établissement. Vous menez notamment des projets comme le Startup Lab. Je vous laisse nous expliquer, Kélian, de quoi il s'agit. Est-ce que ça vous a apporté cette expérience? Alors, c'est vrai qu'en BTS, on fait pas mal de projets professionnels comme ça. Donc là, le Money Startup Lab, en fait, c'était avec Madame Stéphanie, c'était sur une période de 2 jours où, en fait, sur 2 jours, on devait créer notre propre entreprise. Et après, il y avait un jury de professionnels pour nous aider. Il y avait aussi également des professionnels qui étaient venus, des entrepreneurs, également de la banque et de l'assurance notamment qui étaient venus aussi. Et moi, j'avais notamment fait une entreprise de taxi autonome que j'avais présenté à un jury. Et c'est vrai que ça nous avait beaucoup aidé dans la méthodologie de projet pour notre BTS, qui est quelque chose qui est assez important là. Et puis, il y a énormément de relations avec le monde de l'entreprise. Hein. Oui. Beaucoup de professionnels qui viennent. C'est ça qui vous avait C'est justement ça. interpellé? On a eu beaucoup de professionnels, mais justement dans le Money Startup Lab, comme je vous ai dit, on a eu beaucoup de professionnels qui sont venus. Et également, on a eu beaucoup on peut dire, de masterclass avec des professionnels qui sont venus nous expliquer leur métier, notamment dans la grande distribution. On a des commerciaux qui sont venus aussi, et même qui n'avaient pas forcément de rapport direct avec notre BTS. On a eu quelqu'un qui était venu pour nous expliquer la cybersécurité dans les entreprises et également le montage vidéo aussi. Donc ça a été assez large. Localement, ce sont des formations qu'on trouve, j'imagine, sur toute la région. Il y a beaucoup d'établissements qui proposent des formations dans le tertiaire. Parce que là, on a l'exemple de Jean Monnet, mais Oui, on a une offre de formation qui est vraiment, enfin, j'allais dire, homogène et bien répartie sur l'ensemble du territoire. Donc là, je parle de l'Académie de Montpellier, mais même au-delà. Après, dans les faits, on constate, hein, il y a toujours des exceptions, mais que les élèves sont, et ça se comprend très bien, sont pas forcément très, très mobiles. Donc, si je le disais tout à l'heure, on a peut-être une spécificité avec le département de la Lozère, dans lequel et il y a une offre de formation tertiaire, que ce soit en BTS communication, en BTS NDRC, en BTS MCO. Hein. Il n'y a pas rien. C'est sûr que ces élèves-là, si certains nous écoutent, vont devoir être un peu plus mobiles. Mais sur les autres départements, il y a vraiment une offre voilà, tout à fait conséquente sur l'ensemble des BTS que nous avons évoqués. justement, si les jeunes qui nous regardent souhaitent se documenter, est-ce que vous avez des supports spécifiques à leur recommander? Alors, j'en reviens, l'équipe pédagogique avant tout, le professeur principal et les enseignants de l'équipe pédagogique, et le site de l'ONICEP qui est, alors, les journées portes ouvertes, bien sûr, dans les établissements, les salons de l'étudiant ou du supérieur, mais qui ont déjà eu lieu, et le site de l'ONICEP qui permet d'avoir aussi toutes les informations et aussi sur des fiches métiers, ça permet aux élèves de se projeter et ça peut les aider dans leur choix d'orientation entre ces différents BTS tertiaires.
Un conseil pratique, puisque là, ils vont faire les démarches via Parcoursup. Ils n'auront pas les réponses immédiatement. Il va falloir patienter un petit peu, mais ils peuvent se retrouver sur liste d'attente. Et il faut surtout ne pas se désinscrire. Absolument pas, il faut attendre. Il faut aussi attendre. Voilà, il ne faut pas avoir peur. De toute façon, tout le monde aura une place au bout d'un moment. Donc, s'il y a vraiment un choix que l'on veut et que l'on n'est pas loin, il faut vraiment attendre plutôt que se précipiter. Puisqu'il y a des abandons ou des places qui peuvent Tout se à fait. libérer, c'est le Voilà. message Il y a à plusieurs- mettre en avant Tout à aujourd'hui. fait. Oui, non, c'est assez important. On arrive quasiment au terme de cet échange. Si vous aviez justement des conseils pratiques ou un message à délivrer avant de conclure, à tour de rôle. Alors, moi, ce que j'aimerais dire, c'est, comme je l'ai dit au début, même si on vient de CAP ou et qu'on a fait un bac pro, on peut quand même réussir dans le BTS. Et puis après, le BTS, c'est aussi la suite logique dans la poursuite d'études d'un bac pro. Donc, c'est de ne pas se décourager et de quand même postuler à des BTS et de postuler comme vous, professeur, dû vous le dire aussi, à plusieurs BTS. Et que c'est vraiment, enfin, pour moi, ça a été un bon choix. Moi, je pourrais dire, il faut qu'ils croient en eux. Voilà, c'est très important. Qu'ils se donnent un objectif à atteindre. Comme ça, ils mettront en place la stratégie pour arriver à ce point-là. Que les places sont là et donc qu'ils n'hésitent pas. De toute façon, il y en aura pour tout le monde. Voilà. Et surtout, si sur Parcoursup, il y a quelque chose vraiment à travailler, vraiment, c'est cette lettre de motivation. Allez-y avec vos tripes et votre cœur. Et je crois que c'est là où on verra l'authenticité de vos écrits. Voilà. Oui, moi je rejoins ce qui a été dit. Il faut vraiment rassurer les élèves qui nous écoutent. C'est vraiment une formation qui est tout à fait adaptée et tout à fait accessible pour des élèves qui viennent de bac professionnel. Et au-delà, donc ça, ce sont des données qu'on trouve sur le site de l'INSEE. Même s'il y a toujours des contre-exemples et des gens qui réussissent très très bien professionnellement en n'ayant aucune formation, aucun diplôme, c'est un fait, c'est une réalité. Plus on poursuit ses études, plus on est employable, plus on est à l'abri du chômage, et plus en termes de rémunération, ce qui est aussi souvent une motivation, et ça s'entend bien sûr chez nos élèves et chez les étudiants, on peut espérer arriver à des niveaux de rémunération supérieurs. Donc la poursuite d'études, la scolarité plus longue protège du chômage notamment, et de la difficulté à s'insérer sur le marché du travail, c'est certain. Comment on valide d'ailleurs son diplôme, puisque ce sont 2 années de formation? Il y a un contrôle continu ou c'est uniquement un examen final? Alors, il y a des matières qui sont en contrôle continu, donc ça, c'est très intéressant pour les étudiants, à condition qu'ils soient dans le public, bien évidemment. Et ensuite, c'est un diplôme national, donc ils seront amenés à passer la même épreuve sur toute la France au même moment. Voilà. Alors attention, pour ceux qui seraient actuellement en internat, il n'y en a pas forcément dans les établissements de ce type. Et la partie administrative, c'est parfois un peu pénible, il faut s'y préparer, c'est ce que vous me disiez, Kélian. Oui, c'est vrai que moi, par exemple, je viens à la base d'Avignon à peu près, de Tavel exactement. Et du coup, j'ai dû déménager sur Montpellier pour mon BTS. Et c'est vrai qu'il y a toute une question administrative, notamment par rapport aux aides également, à voir. Et je conseille en tout cas à ceux qui comptent faire un BTS ou des études supérieures loin de chez eux, de commencer les démarches même dès maintenant pour qu'ils n'y aient pas de mauvaises surprises en septembre. Le mot de la fin, quelque chose à ajouter avant de terminer? Moi, je rejoins ce que dit Nathalie Stéphanie. Voilà, ayez confiance en vous et croyez en vos capacités. Si vous êtes pour l'immense majorité d'entre vous entrer à l'école à 3 ans ou à 6 ans, puisque c'est obligatoire à partir de 6 ans. Vous êtes en terminale, vous allez passer le bac, vous avez 18 ans ou à peu près. C'est que vous avez toutes les conditions requises pour pouvoir poursuivre. Si vous souhaitez aller plus loin dans la découverte de ces métiers, je vous invite à participer aux journées portes ouvertes que proposent encore certains établissements. Par exemple, ça se déroulera le 2 mars prochain entre 9h et midi au lycée Jules Guesde de Montpellier. Même date et mêmes horaires pour le lycée Clémenceau de Montpellier ainsi que le lycée Hemingway de Nîmes. Toutes les dates de ces journées portes ouvertes de l'académie sont accessibles sur le site de l'académie de Montpellier et sur l'ENT. Quoi qu'il en soit, il vous reste encore un peu de temps avant de finaliser votre projet d'orientation puisque vous avez jusqu'au 4
14 mars pour formuler vos vœux. La date butoir pour valider votre dossier sur Parcoursup est quant à elle fixée au 3 avril avec une réponse qui sera programmée aux alentours du 30 mai. Ça, c'est pour le calendrier. Enfin, si vous souhaitez redécouvrir ou réécouter cette table ronde, sachez que ce direct live dédié au BTS tertiaire sera accessible en ligne via la plateforme Compass et puis via la rubrique orientation de l'ENT. Merci à tous les trois d'avoir pris le temps de donner toutes ces explications. Merci pour vos témoignages. Merci à ceux qui nous ont suivis en ligne, à ceux qui nous ont posé des questions et bon courage à tous dans vos démarches d'orientation.